Merci aux camarades de l'RNC pour l'organisation de ces discussions, de ce débat et de ce week-end autour de ces enjeux évidemment fondamentaux. Bon, dans le temps qui m'est imparti, je vais vous donner quelques éléments sur ma contribution à cet ouvrage et donc la manière globalement dont je vois les choses sur la question européenne et plus spécifiquement sur la question de l'euro. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que globalement aujourd'hui, d'une certaine manière, les faits s'imposent à l'esprit et les faits commencent à s'imposer réellement dans le débat médiatique. En France, on l'a vu très frontalement et concrètement au moment de la mise en œuvre de la loi travail cette année, où après 2 lois de casse du Code du travail, eh bien finalement à la 3e loi, la population a commencé à se mobiliser et tous les bavardages médiatiques sur le soi-disant dialogue social, sur la nécessité de simplifier le Code du travail, etc., eh bien ne passaient plus. Et on a vu que la majorité de l'opinion publique française, pas que les manifestants, la majorité de l'opinion publique avait compris que c'était une loi de casse sociale. Sur la question monétaire, c'est la même chose. Qui pourrait imaginer aujourd'hui entendre à nouveau des ministres parler de la manière dont ils parlaient à l'époque de Maastricht? C'est très amusant à relire quand on revoit sur Internet les débats de l'époque, et notamment ce que disait Michel Sapin, qui était déjà à cette époque-là le ministre de l'économie et des finances, et qui disait « Pour la France, la monnaie unique, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage ». Martine Aubry, à la même époque, était ministre du Travail. Elle disait « Comment peut-on dire que l'Europe sera moins sociale demain qu'aujourd'hui, alors que ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion ?» Bon. On voit très bien qu'aujourd'hui, on est dans une autre époque. Et on est dans une autre époque, notamment grâce à ce qui s'est passé en Grèce. Aujourd'hui, plus personne ne peut faire semblant qu'être dans la zone euro, c'est quelque chose de positif pour les populations, pour leur emploi, pour leurs conditions de travail, leur niveau de revenu, etc. La crise grecque, elle a modifié également la manière dont nous, au sein de la gauche antilibérale, on doit appréhender le sujet. Avant, nos débats, c'était, globalement, comment est-ce qu'il faut réformer la Banque Centrale Européenne? Est-ce que c'est vraiment possible? Et si c'est pas possible, alors est-ce qu'il faut envisager une sortie de cette zone euro qui dysfonctionne? Depuis ce qui s'est passé en Grèce, c'est plus du tout de cette manière-là dont il faut envisager les choses. Aujourd'hui, la question n'est pas tant qu'est-ce qui serait une bonne politique monétaire mise en œuvre par la BCE. La question, c'est si on veut mettre en œuvre un programme politique pour lequel la population française nous aurait élus, et donc un programme politique qui refuse l'austérité, eh bien, on sera face à un possible blocage, et à mon avis, un probable blocage, de la part de la Troïka. Et pour bloquer l'application d'un programme réellement de gauche, eh bien, elle peut être prête à nous bloquer les liquidités et à empêcher l'économie française de fonctionner. Donc aujourd'hui, la question de la sortie de l'euro, c'est pas simplement quelque chose auquel on pourrait être condamné si on n'arrive pas à réformer la BCE. Aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle on risque de s'affronter très concrètement, simplement pour pouvoir appliquer un programme de gauche nationalement. Tout cela change, je le disais, d'une manière à mon avis assez significative, la manière dont la question monétaire se pose aujourd'hui dans le débat public et la manière dont on doit la prendre au sein de la gauche antilibérale. C'est une question compliquée parce qu'elle a beaucoup d'ambivalence. Pour la population, la monnaie, c'est ce qu'elle utilise tous les jours, c'est une des choses les plus utilisées dans la vie de tous les jours, et pour autant, c'est ce qui est le moins compris. Du coup, ça crée un grand nombre de confusions, et quand, dans le débat politique, dans le débat électoral, on avance ces notions de sortie de l'euro, on se confronte à tout un imaginaire, à tout un affect de la population, à toute une pratique concrète de la monnaie, qui va l'amener, en tout cas c'est ce que indiquent les sondages d'opinion pour ce qu'ils valent, mais c'est systématique, on voit toujours que la population française refuse cette sortie de l'euro, mais elle ne la refuse pas par une analyse de la politique monétaire qui est menée, de quelle autre politique monétaire pourrait être bonne pour elle. Elle la refuse simplement par une peur d'une modification de son quotidien et de ce que ça peut entraîner. Pour les formations politiques de gauche, plus spécifiquement, il y a aussi beaucoup d'ambivalence. À la fois, la question monétaire est un enjeu stratégique, puisque sans lui, sans avoir résolu cette question, sans avoir des propositions crédibles par rapport à ça, on ne peut pas appliquer un programme de gauche. Et en même temps, cet enjeu-là ne peut pas se suffire à lui-même. Il ne peut pas y avoir un programme guidé principalement avec pour objectif la sortie
de l'euro. Donc à la fois, on a des candidats à l'élection présidentielle qui, à mon sens, devraient se positionner clairement sur ce sujet. Et en même temps, si tout le débat médiatique et politique tourne autour du sujet lui-même, en faisant de la sortie de l'euro l'alpha et l'oméga de l'application de n'importe quelle politique, ce ne sera pas satisfaisant. Bon. Autre ambivalence, pour les candidats à l'élection présidentielle, il est indispensable, à mon sens, d'avoir un programme précis qui prévoit cette sortie de l'euro et comment elle serait organisée. Et en même temps, électoralement, je le disais, ce n'est pas forcément très pertinent de mettre en avant le fait qu'on est prêt à sortir de l'euro, et ça peut amener peut-être une certaine perte de voix parmi un certain électorat. Bon. Enfin, dernière ambivalence, et à mon avis la principale, organiser une potentielle sortie de l'euro est, à mon sens, indispensable pour pouvoir émanciper l'ensemble des peuples européens, mais pour autant, elle amène à mettre en œuvre un grand nombre de mesures unilatérales, nationales, et donc du coup, pour beaucoup au sein de la gauche antilibérale, ces mesures nationales sont contraires à leur idéal internationaliste. Par rapport à cela, je pense que c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler, et c'est en ce sens que les travaux de l'ERNCEP sont très utiles, et qu'il faut les poursuivre, c'est d'arriver à montrer que la sortie de l'euro, c'est un enjeu internationaliste. La sortie de l'euro, ça n'est pas fondamentalement un repli national. Ça le peut l'être, ça l'est dans certains projets, notamment les projets fumeux du Front National, qui, à mon sens, s'il arrive au pouvoir, de toute manière ne sortira en fait pas de l'euro. Enfin bref. Mais il y a tout à fait possibilité de mettre en avant une sortie de la zone euro qui soit dans cette perspective internationaliste. Par exemple, par la mise en œuvre d'une monnaie commune, avec un retour aux monnaies nationales, mais sans revenir à tous les échecs du SME, et essayer de refonder un système monétaire européen où on pourra avoir, par exemple, c'est ce que nous on propose à la Commission économique du Parti de gauche, un partenariat monétaire d'équilibre où on aurait une adaptation des taux de change aux évolutions de la croissance et de l'inflation dans les différents pays, ce qui permettrait, avec ces modifications du taux de change, de compenser les différents écarts de compétitivité entre les pays et de permettre à chacun d'utiliser la monnaie pour, par exemple, faire de l'investissement public, sans pour autant que ça dégrade son positionnement commercial par rapport aux autres pays. Je n'ai pas le temps de détailler malheureusement, mais il faut là-dessus aussi revenir sur tous les débats qu'il y a eu avant Maastricht. On a oublié tout ça, on en est resté à l'euro tel qu'il a été mis en œuvre. Mais à l'époque, c'était beaucoup de discussions et beaucoup d'apports des économistes pour essayer de penser une autre forme de coopération monétaire au niveau européen. Pour finir mon intervention, je voudrais revenir sur l'idée du plan A, plan B, puisque c'est la manière dont est envisagée la question monétaire par le parti de gauche et plus globalement par le candidat Jean-Luc Mélenchon. Mon point de vue là-dessus, c'est que plan A, plan B, c'est une manière de communiquer sur la question européenne et sur la question monétaire qui a son efficacité. Mais concrètement, pour moi, le débat n'est pas tellement entre le plan A et le plan B. Est-ce que le plan A a vraiment une chance de fonctionner ? Je pense que ces débats-là sont assez stériles. Parce qu'en réalité, le plan A et le plan B forment un continuum. Ce qui arriverait si on était au pouvoir, si la gauche antilibérale était au pouvoir, c'est certes qu'elle négocierait, bien évidemment, mais c'est aussi qu'elle devrait mettre en œuvre un programme, comme je le disais au début de mon intervention, qui est en tel point contraire au traité européen qu'on aurait une crise institutionnelle, diplomatique, très importante au sein de l'Europe. Et qu'il faudrait être prêt, s'il y a un blocage des liquidités, à avoir une réquisition de notre banque centrale nationale pour pouvoir continuer à faire vivre notre économie et ne pas être soumis aux mêmes diktats que les Grecs. Donc, en réalité, si la gauche antilibérale arrivait au pouvoir et mettait en œuvre son programme, c'est immédiatement qu'il faudrait mettre en œuvre le contrôle des mouvements de capitaux,
Il faudrait l'avoir d'ailleurs bien prévu avant, parce que sinon, rien d'un programme réellement anti-austéritaire ne pourra s'appliquer. Et il faut assumer le fait, et là encore électoralement, c'est pas forcément très pertinent, mais en tous les cas, il faut se le dire, que la seule manière de réformer tout cela et de pouvoir appliquer un programme de gauche, c'est qu'il y ait cette crise au niveau européen, qu'il y ait cette crise institutionnelle qui rabattra toutes les cartes. Et qu'est-ce qui émergera de ça? Il faut faire en sorte que ce soit un maximum de progrès pour l'ensemble des populations, mais c'est de cette manière-là, je pense, que les choses se réaliseront, et non pas dans un choix entre un plan A ou un plan B. Donc l'enjeu, du coup, pour la gauche antilibérale, c'est de travailler à cet ensemble de mesures unilatérales qu'un pays pourrait mettre en œuvre, suivi d'autres, et être soutenu par les mouvements sociaux européens, l'ensemble de ces mesures unilatérales qui permettront immédiatement d'améliorer le quotidien des populations. Je pense qu'au-delà de tous les débats qui peuvent paraître un petit peu abstraits, il faut en revenir systématiquement à la réalité concrète vécue par les populations et garder en tête l'objectif principal, c'est d'améliorer la vie des gens et peut-être leur redonner le goût au bonheur.